sommes en compagnie de Michel aujourd'hui au Grotte de Hans. Ça nous fait très plaisir de revenir ici parce que c'est tout simplement magnifique. Je vais déjà vous demander de présenter un petit peu votre fonction, s'il vous plaît, Michel. Moi, en fait, ici, je suis responsable de tout ce qui est archéologie, et je m'occupe des collections, aussi tout ce qui est documents anciens, affiches et autres vieilleries, on va dire. Mais justement, moi, à chaque fois que je venais aux grottes, c'était des affiches qui étaient magnifiques et vraiment, c'est une plongée dans le temps, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ces origines, justement, des affiches? Oui, mais c'est vrai qu'on a une très belle série d'affiches. Bon, ça a été la mode fin du 19e, début du 20e. C'était vraiment quelque chose qui était très en vogue. Et en fait, quand la Société des Grottes a été créée en 1895, une de leurs premières décisions, ça a été de faire imprimer une affiche pour vanter la grotte et pour attirer le touriste. Et puis après ça, il y en a eu vraiment toute une série qui ont suivi. On ne sait pas très bien d'ailleurs laquelle est la première, parce qu'elles ne sont pas toujours datées, et donc c'est pas toujours évident de savoir laquelle est la première, mais en fait il y a eu toute une flopée d'affiches faites par des dessinateurs parfois quand même réputés. Eric Ziegel, il y en a d'autres qui ont fait des affiches. Et bon, elles ont servi, je vais dire, de 1800. Je crois que la plus ancienne date qu'on a sur une affiche, c'est 1899. Et ça a servi jusque dans les années 40, même début des années 50, il y avait encore pas mal d'affiches. C'est une pratique qui s'est perdue, me semble-t-il, dans les années 70, c'est un peu dommage, mais bon, on est passé à d'autres moyens de communication, et fatalement l'affiche est devenue un peu désuète. Qu'est-ce qu'on voulait faire ressortir dans les thèmes, justement, quand on faisait une affiche comme celle-ci? C'était le côté splendide, le côté... Oui, je crois que en fait, bon, les grottes à l'époque, c'était vraiment le début des visites touristiques des grottes. Et je pense que c'était d'essayer d'impressionner le visiteur en lui montrant des choses qui sont souvent très exagérées d'ailleurs. Quand on voit les représentations du lac d'embarquement chez nous, c'est toujours extraordinaire. Et puis, faire aussi voir la diversité des choses qu'ils pouvaient rencontrer. Il y a une affiche qui est très belle à ce sujet-là, qui montre vraiment tout ce qu'il y avait avant à l'époque. C'est-à-dire qu'on voit le tram, on voit la grotte, on voit le terminus à Tivoli. Il y a vraiment tout sur l'affiche. Et je crois que c'était le but, c'était de motiver le visiteur à venir à Ans plutôt que d'aller ailleurs, même si à l'époque il n'y avait pas énormément de grottes touristiques visitées, quoi. Ce qu'il y a d'impressionnant aussi, c'est que, encore une fois, c'est un voyage dans le temps, mais on peut voir par exemple comment s'habillaient les gens. Moi, je vois les dames, par exemple, bien habillées, tout ça, ça ne devait pas être très facile quand même de rentrer dans les grottes quand on était comme ça. Oui, non, ça c'est évident. Bon, d'ailleurs, les premiers auteurs, mais plus anciens que ça, dans les années 1820-1830, conseillent aux dames qui vont visiter la grotte de mettre des robes courtes et des choses comme ça. Donc c'était vraiment, c'est vrai que bon, au début du 20e, c'était déjà beaucoup mieux aménagé et c'était déjà touristique depuis un petit temps. Donc c'était relativement parcourable en tenue d'époque, je vais dire. Mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez exceptionnel aussi. C'est les tenues avec lesquelles les gens, bon, ça arrive encore, hein, on voit parfois des gens en haut talons qui viennent visiter les grottes. Donc il y a toujours eu ce décalage un petit peu entre le milieu et le visiteur. Mais c'est vrai que c'est intéressant à ce point de vue-là aussi, parce que ça permet parfois de situer l'affiche dans le temps aussi. Il y a des détails vestimentaires qui peuvent, dans certains cas, voir si on est plutôt dans les années 30-40 ou dans les années 20, ou voilà. Aspect aussi très intéressant, on voit les gens, mais il y a aussi des grottes où je dirais que c'est l'artiste qui s'exprime. L'affiche juste à côté, par exemple, c'est une entrée de grotte. L'autre entrée, le côté un petit peu mystère aussi, rentrer, découvrir des choses que vous n'avez jamais vues, je pense, non? Oui, il y a cet aspect-là aussi, naturellement. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les grottes, c'est quelque chose qui est assez vulgarisé. Dans le temps, ça ne l'était pas nécessairement. Donc, il y avait aussi cet aspect. Et puis bon, en plus récent, je vais dire, il y avait vraiment je ne vais pas dire l'attrape touriste, mais presque. Il y a par exemple une affiche qui représente la galerie des draperies, qui est une belle draperie très bien décorée, mais où on a remis une fausse barque. On a surimposé sur la photo une barque, et donc on a l'impression que les concrétions font 7-8 mètres de haut, alors qu'elles en font 2-3, quoi. Donc il y a eu vraiment toujours cette envie d'aller chercher là, un peu l'extraordinaire pour attirer le visiteur. Et c'est vrai que bon, cette série d'affiches dont vous parlez, qui ont été faites par Julien Lacasse, sont vraiment très jolies. Il y en a 5 ou 6 de mémoire, c'est 5 je crois. Et bon, c'est vraiment très bien dessiné, et
ça donne envie, même quand, indépendamment de ce Voilà, qu'on voit, oui, le c'est dessin vrai. est tellement agréable qu'on a envie d'aller voir ça de plus près, quoi. Est-ce que quand on commandait une affiche à un artiste, est-ce que l'artiste était libre ou est-ce qu'on lui disait il faut tel thème, mettre Ça, en valeur? je n'ai aucune idée. À Ouais. ce niveau-là, je ne sais pas du tout comment on fonctionnait. Si c'était l'artiste qui proposait des réalisations, si on lui disait, à mon avis, il devait proposer un éventail dans lequel on choisissait, parce que pour la case, justement, on a d'autres représentations de l'intérieur de la grotte qui ont été éditées en carte postale. D'accord. Donc, à mon avis, c'est peut-être un choix qui a été fait sur une panoplie de dessins qu'il proposait en disant, tiens, nous, ça va faire en carte, ça va être en affiche. Je suppose que c'est comme ça que ça fonctionnait, mais bon, pour les affiches plus anciennes, je ne sais pas du tout s'il y avait un choix ou si l'auteur faisait ce qu'il avait envie et que c'était ça, quoi. C'est intéressant parce que vous expliquez que ça a commencé il y a quasiment 200 ans Mhm. ici. Il y a déjà un petit peu le côté commercial, on va dire. Il faut faire de la pub, tout ça. Ah oui, oui, ça de toute façon, bon, quand la Société des Grottes a été créée, c'était un début, c'était d'amener du monde à An, et bon, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup Ouais. dans les années 30, avec le début des congés payés et tout ça, ça a été vraiment une grosse ruée, je vais dire. Il y avait à l'époque peu de sites touristiques en Belgique, on a vite fait le tour au niveau scolaire et tout ça, donc fatalement, les gens se regroupaient sur quelques gros sites. Il y avait le zoo d'Anvers, les grottes de Han, et puis on avait presque fait le tour en Belgique à cette époque-là, quoi. Donc, oui, le but était évidemment d'attirer le monde, hein. Est-ce qu'il y a quelques affiches qui vous marquent, que vous préférez, peut-être dans le graphisme? Parce que c'est vraiment, encore une fois, on va découvrir les affiches à l'image, mais elles sont très très belles, même au niveau du graphisme, les titres et tout ça, c'est jamais la même chose. Oui, mais il y a cette fameuse affiche dont je vous parlais, qui reprend vraiment tout ce qu'il y a à voir en Sur-l'Est. Et alors, moi, j'aime bien les affiches de la case qui sont d'un style et d'une couleur vraiment très agréable au niveau décoration, je vais dire. C'est vraiment parce que bon, il faut bien dire qu'il y a certaines affiches qu'on n'a pas nécessairement envie de mettre dans son salon parce qu'elles étaient faites à l'époque, mais ce n'est pas toujours les choses qui plaisent. Mais les Lacaze, franchement, elles ont un côté moderne tout en étant des années 30, grosso modo. C'est des affiches qui sont très jolies, oui. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi? Moi, ça me rappelle un peu les affiches de cinéma aussi. Je trouve que celles des années 40, des choses comme ça, il y a toujours un peu ce même graphisme. On projette, c'est pas forcément la réalité du film ou de ce qu'on va voir. Il y a la marque de l'écrivain, non, de l'artiste. Et il y a toujours une belle mise en scène, quoi. Oui, mais c'est ça qui est important, je crois, au niveau de l'affiche. Hein, c'est un petit peu enluminer ce qui existe en réalité. Parce que je vous dis, bon, les représentations des grottes, il y a des fois qu'on les trouve vraiment complètement farfelues et très originales, mais bon, ça avait un cachet et c'était ça qui était recherché aussi, quoi. Et c'est vrai que le cinéma, ben, c'est un peu le même principe. Il faut que le visiteur ait envie de rentrer dans la salle. Donc il faut lui mettre un petit peu plus peut-être que ce qu'il va voir aussi, mais pour qu'il ait vraiment envie d'y aller, quoi. Et c'est la même chose, un peu disparition des affiches de cinéma dans les années 70. Avec oui, je crois que c'est le même phénomène à tous les niveaux, hein. Bon, l'affiche a, à mon avis, perdu beaucoup de son importance au niveau communication. Ça, il n'y a rien à faire, hein. Est-ce qu'il y a des collectionneurs, il y a des gens qui recherchent ce genre d'affiches? Oui, oui, il y a des collectionneurs, oui, bien sûr. Bon, peut-être pas spécialement des grottes de Han, mais il y a des collectionneurs d'affiches et bon, certaines affiches valent relativement cher, hein, quand il y a des grands artistes très cotés qui en ont fait. Donc c'est un milieu qui est collectionné, oui, bien sûr. Michel, c'est tout à fait passionnant. Moi, je pense qu'il faudra qu'on se rencontre à nouveau, Anne, ces quatre, si vous en Pas êtes de d'accord. problème. Je voudrais que vous parliez un petit peu de ce livre, parce que vous en êtes l'auteur. Dites-nous un petit peu ce dont il s'agit, s'il vous plaît. Mais en fait, ce livre reprend l'historique des explorations de la grotte depuis les origines. Donc, on commence à la préhistoire et on termine dans les années 80 avec les dernières grandes explorations. Et ça suit aussi bien l'exploration spéléologique, je vais dire, la découverte des nouvelles parties de la grotte, que l'évolution de la visite en elle-même, les modifications d'itinéraires, les aménagements et tout ça. Donc c'est quelque chose qui n'avait pas ou peu été étudié jusque dans les années 80. Et là, je suis à la deuxième édition du bouquin qui a été remise à jour l'année passée et qui est ressortie. 200 ans, on trouve encore des choses dans la grotte? Montrez, n'hésitez pas. Ouais. Oui, on trouve encore des choses dans la grotte, il n'y a pas de problème. Au niveau spéléo, bon, pour le moment, c'est un peu moins actif que ça ne l'a été dans les années 60-70, je dirais. Mais bon, il y a probablement toujours des choses à découvrir. Au niveau archéologique, les fouilles sont toujours en cours aussi, donc il y a
Il y a des études scientifiques à tous les niveaux qui se poursuivent, datation des progressions, études des anciens climats et tout ça. Donc c'est un milieu très riche, je veux dire au niveau scientifique, qu'on commence seulement vraiment à exploiter à fond. Je ne vais pas dire que c'est récent, mais enfin, on en arrive à un stade où les techniques permettent de faire énormément de choses. Et donc, c'est un milieu très intéressant, tant au niveau historique que scientifique. Et c'est un prolongement, peut-être, le musée de la préhistoire qui se trouve en face Alors, de le préhistoire, en fait, présente la collection archéologique qui a été découverte ici dans la grotte. Donc, il faut savoir que les fouilles ont commencé en 63 et qu'on a trouvé, pour l'âge du bronze final, donc on se situe vers, je vais dire, 1000 grosso modo, pour faire simple, 1000 avant Jésus-Christ, on a trouvé une des collections les plus importantes d'Europe occidentale. Donc on a des quantités d'objets tout à fait impressionnantes et on a aussi des objets d'une qualité exceptionnelle. Il n'y a pas que la quantité, il y a la qualité, des pièces relativement rares. Et donc on est à un site très important. Et l'autre intérêt du site, c'est qu'en fait on peut suivre ici. Depuis l'arrivée de l'homme dans la région, il y a à peu près 9000 ans, on a des traces continues quasiment dans la grotte jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ce qui fait aussi un peu la particularité du site. Souvent on a un site qui est romain ou qui est moyenâgeux. Et ici par contre on a vraiment toute la durée de la présence humaine dans la région est représentée dans la grotte. Ça doit être assez émouvant alors du coup quand on se promène, qu'on se dit il y a plus de 1000 ans quelqu'un était là et on a peut-être des traces. Oui, c'est vrai, surtout que bon, le problème malheureusement c'est que les exploitations anciennes n'ont pas tenu toujours compte de la présence parce que logiquement certaines galeries, le sol qui existe c'est le sol qu'ils avaient à l'époque. Ouais. Donc il y avait sûrement des choses à voir et à observer il y a 200 ans, mais bon, malheureusement, entre-temps, il y a eu des aménagements qui l'ignoraient et qui donc sont passés au travers. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, oui. Voilà, bah Michel, donc on va rappeler, si on veut voir les affiches en grandeur nature, je dirais il faut venir à ce petit restaurant. Si on peut dire oui, le nom du restaurant. C'est le pavillon. Le pavillon, voilà, à la sortie de la grotte. À la sortie de la grotte, donc elles sont dans la salle de restaurant, ouais. Elles sont toutes reprises dans le livre dont nous venons de parler aussi, éventuellement, voilà. En couleur. Donc je vous la montre, voilà. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas hésiter parce que c'est à la fois artistique et puis un lieu de balade. Ah oui, c'est vrai que c'est agréable.